Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là hier soir pour cette première conférence du Colloque Wright. Ce soir, c'est la deuxième conférence. Bienvenue à tous. Comme chaque année, vous le savez, on a le grand plaisir, le privilège même, d'accueillir ici à Genève, à l'université, des présentateurs, des orateurs du monde entier sur une thématique qui est choisie par la Fondation Wright, des orateurs bien sûr exceptionnels. Ce soir, cette année, ne fait bien sûr pas exception. Vous avez vu le programme. Hier soir, il y avait salle comble pour la première présentation. Ce soir, la salle est très bien remplie également. Cette année, le thème qui a été choisi est le thème de la gravitation. C'est une thématique qui va nous suivre durant toute la semaine. La gravitation, la force de gravitation que vous connaissez bien sûr tous, celle qui nous empêche de nous lever le matin, celle qui gère jusqu'à notre posture du corps, celle qui sculpte tout l'univers, mais celle aussi qui reste bien mystérieuse à maints égards. La preuve, il y a quelques semaines, une expérience en Chine a tenté à mesurer deux valeurs différentes de la fameuse constante de gravitation grand G, si vous vous souvenez de vos cours de physique de base. Donc ça montre à quel point il reste beaucoup de choses à découvrir autour de cette force de gravitation. Cette soirée, comme vous le savez, se déroule en deux étapes. Tout d'abord, la présentation par l'orateur de ce soir, qui durera à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes. Elle se fera en anglais. Et ensuite, une discussion durant laquelle nous aurons le plaisir d'accueillir aussi deux autres orateurs de ce colloque Wright que je vous présenterai tout à l'heure. Une discussion qui, elle aussi, se fera en anglais, mais vous avez dû recevoir toutes et tous un casque de traduction simultanée à l'entrée pour l'écouter en français et aussi pour poser vos questions en français ou en anglais. Elles seront traduites aux orateurs qui seront sur scène avec moi tout à l'heure. Une petite consigne d'usage, vous la connaissez, de ne pas éteindre votre portable. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous demande simplement de le mettre sur mode avion, parce que vous aurez l'opportunité aussi de poser des questions par Twitter à travers le hashtag que vous avez là, Colloque Wright. Et ces questions seront ensuite relayées sur la scène par une personne qui m'aidera durant la partie de questions-réponses. Ça nous sert aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct par Internet devant leur écran d'ordinateur. Donc à elles aussi, vous avez l'opportunité, à travers le hashtag, encore une fois, sur Twitter, de poser vos questions en français ou en anglais aux orateurs de ce soir. Voilà, sans plus attendre, pour entrer dans le vif du sujet, je passe tout d'abord la parole au président de la Fondation Wright, Thierry Courvoisier, pour quelques mots d'introduction. Merci, bonsoir. C'est un voyage magnifique que la Fondation Wright vous convie ce soir. Un voyage qui, s'il n'avait pas obéi aux lois de la gravitation, passerait pour magique. Andrea Accomazzo ne le dira peut-être pas, mais l'Agence spatiale européenne a réussi avec Rosetta une des plus belles missions spatiales qui ait jamais été conçue et réalisée. Un voyage dans notre système solaire pour atteindre une comète, se mettre en orbite autour et faire atterrir une sonde dessus. Une merveille d'ingénierie pour des résultats scientifiques de tout premier plan, exploités entre autres par Catherine Altweg à Berne, que vous entendrez dans un moment. À vrai dire, tout ceci est bien au-delà pour poursuivre notre lecture de Tintin, de la mise en orbite du capitaine Haddock autour de l'astéroïde Adonis entre la Terre et la Lune. À vrai dire, là, une incohérence physique et astrophysique. Je suis très reconnaissant et heureux qu'Andrea Accomazzo ait trouvé le temps de venir partager le récit de cette réussite avec nous. Il est en effet maintenant responsable des opérations de vol d'une autre mission interplanétaire lancée il y a quelques jours seulement, Bepi Colombo, du nom d'ailleurs de la personne qui a inventé cette technique qui consiste à faire une espèce de billard spatial pour aller se promener dans le système solaire avec un peu plus de facilité que simplement avec le carburant qu'on a emmagasiné dans son dos. Donc c'est lui qui porte ce nom Bepi Colombo, qui est à l'origine de la méthode utilisée par l'Agence spatiale européenne et les autres agences pour se promener vers des planètes ou des comètes, comme il nous le racontera.
Anyway, il est responsable des opérations de vol de cette mission et malgré ça, il a trouvé le temps de venir passer avec nous une partie de la semaine et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Voilà, merci beaucoup Thierry Courvoisier. Allow me now to switch to English. Et maintenant, je passe à l'anglais parce que le reste de la soirée sera en anglais. Je vous présente l'orateur de ce soir. En fait, je ne présenterai pas l'orateur de ce soir. Je demanderai à une personne de tout premier plan de présenter cette personne parce que non seulement cet invité connaît parfaitement Andrea Camazzo, mais a dû faire preuve d'une confiance infinie en lui pendant 10 ans. Je vais vous expliquer quoi. C'est la professeure honoraire de l'Université de physique de l'Université de Berne et elle a également été la principale investigatrice d'un instrument, spectromètre gazeux qui a été à bord de Rosetta. En fait, ce qu'elle espérait sans doute pendant 10 ans, c'est que la sonde puisse arriver à bon port sans encombre. Parce qu'évidemment, il y a eu une période, comme on va nous vous l'expliquer, pendant laquelle cette sonde était en sommeil. Catherine Altweg, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est un très grand plaisir pour moi que de vous présenter Andrea Camazzo. Andrea et moi-même nous connaissons depuis très très longtemps. 1999, c'est la première fois que je l'ai rencontré à une réunion relative à Rosetta. Il venait juste d'entrer au centre des opérations européennes de Darmstadt. À l'époque, c'était avant le lancement, nous étions encore très optimistes, nous pensions que tout se passerait parfaitement. Mais plus on se rapproche de la mission, plus on prend peur. En fait, Andrea est pratiquement né en Suisse, juste de l'autre côté de Saas-Fee. Il est né en effet à Domodossola. Il a été à l'Académie de l'armée de l'air italienne et il a reçu une formation spéciale de pilote d'avion. Ensuite, il a passé son diplôme à l'Université de Milan, diplôme en ingénierie aéronautique. Ensuite, il a travaillé pour Fiat à Rome, puis à Turin, où il a eu ses premiers contacts avec Rosetta. Ça n'était pas vraiment la mission Rosetta, simplement les pattes de l'atterrisseur de Rosetta. Puis, heureusement, il est entré au centre d'opération européenne de Darmstadt en 1999 et il a travaillé pour la mission Rosetta pendant la plupart du temps pendant lequel Rosetta était en vol, avec un petit écart, une petite déviation au profit de Venus Express, mais ensuite il est revenu travailler pour Rosetta parce que c'était quand même la mission de base. Andrea, c'est une personne tout à fait hors du commun. Certes, il y a beaucoup d'ingénieurs de tout premier plan, et à l'ESA en particulier. Leur but est unique, faire en sorte que la sonde vole sans aucun problème, peu importe que les résultats scientifiques soient au rendez-vous. Et puis d'un autre côté, vous avez des scientifiques. Eux, ils veulent retirer autant de résultats scientifiques que possible. Quel que soit le trajet ou le vol, ils ne pensent même pas au vol de la sonde, alors que les ingénieurs, eux, ne s'intéressent absolument pas à l'aspect scientifique. Or, Andrea a été vraiment la seule personne capable d'unir ces deux volets. Et il a dû lutter contre les forces de ceux qui voulaient faire atterrir la sonde en toute sécurité, ne prendre aucun risque, sans se préoccuper de la science. Lui, il a toujours veillé à ce que les résultats scientifiques soient aussi au rendez-vous, en plus d'un atterrissage en parfaite sécurité, en prenant des risques, mais pas trop. Je lui suis donc extrêmement reconnaissant de tout ce que nous avons réalisé, parce que nos résultats scientifiques n'auraient pas pu être engagés sans Andrea.
Nous le remercions de tout cœur. Et donc, je lui donne volontiers la parole. Well, first, thanks a lot. Tout d'abord, merci beaucoup Catherine. C'est très généreux de me décrire de cette manière, mais vous pouvez imaginer que il est impossible d'atteindre un objectif et de se lancer dans une entreprise telle que celle-là quand on est tout seul. Évidemment, derrière moi, et même en fait en train de me pousser, il y avait un très grand nombre de personnes. J'ai dû parfois prendre des décisions définitives, finales, mais impossible à prendre si on n'est pas à la tête d'une grande équipe. Ce dont je veux vous parler ce soir, c'est un petit peu du récit, de l'historique de toute cette mission, tout en évoquant la question de la gravité. Le titre de mon exposé, c'est la mission zéro gravité. On verra en effet qu'il n'y a pas de zéro gravité, mais il y a beaucoup plus de gravité que l'on ne croit dans la mission Rosetta. La mission Rosetta était une mission à destination d'une comète. Qu'est-ce que c'est qu'une comète, en fait? Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. Elles sont en dehors de ce que nous considérons comme notre système solaire. Pour nous, le système solaire, c'est simplement les planètes que nous connaissons, mais le système solaire va bien au-delà de cela. Il va jusqu'à l'espace interstellaire qui est entre notre système solaire et le prochain système solaire. Elle flotte en quelque sorte dans notre région, dans une région où la gravité est pratiquement absente. Pas absente au sens strict, mais il y a peu de mouvement. Au-delà de cette région, il y a des milliards de comètes. Certaines sont piégées à l'intérieur du système solaire, proches de notre planète. Et puis, il y a des comètes qui se rapprochent, qui entrent encore davantage dans le système solaire. Ce sont les comètes que nous pouvons atteindre. Et c'est celles que nous avons décidé d'atteindre. Pourquoi? Parce qu'elles sont atteignables. On ne peut pas atteindre celles qui sont beaucoup plus éloignées. Et puis, en plus, nos scientifiques nous disent ou pensent que les comètes sont au début de la formation du système solaire. En fait, la réalité, des scientifiques tels que Catherine et d'autres nous ont fait comprendre que ça n'était peut-être pas les résidus de l'origine du système solaire et qu'elles existaient déjà auparavant. Donc, mais de toute façon, les comètes ont contribué éventuellement à la formation du système solaire. Voilà le but scientifique de la mission. Nous allons voir ce que ces comètes nous apprennent. Qu'est-ce que Rosetta? Rosetta, c'est un aéronef que vous voyez à gauche, assez important, un peu comme un satellite de télécommunication, 3 mètres de hauteur, 2 mètres de large, avec des énormes panneaux solaires, pratiquement comme un avion, en quelque sorte, l'empennage d'un avion, parce qu'il s'agissait de voler très loin du Soleil. Le nom de Rosetta vient de la pierre de Rosette, parce que la pierre de Rosette nous a permis de comprendre des langues anciennes, quelque chose qui existait dans le passé. De la même manière que la mission Rosetta était là pour nous donner des indices permettant de comprendre comment le système solaire, qui est le nôtre, s'est formé. Lorsque l'on parle de vol dans l'espace, on joue avec la nature. Les personnes que vous voyez ici jouent avec la nature. Ils utilisent le vent comme force d'accélération pour naviguer. Eh bien, ils amènent ainsi leur bateau où ils le souhaitent. Lorsque vous faites du ski, moi aussi je fais volontiers du ski, on joue avec la gravité. Le ski, ça n'est rien d'autre que le fait de contrôler la force de gravité. Et je vous dirai un jour sur quoi cette personne fait du ski. Alors revenons à Rosetta. Rosetta est une mission qui a duré 10 ans. En fait, il a fallu 10 ans pour atteindre la comète. On va voir aujourd'hui pourquoi. La plupart des gens estiment que c'est à cause de la distance. Certes, c'est un facteur, mais il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu. Le lancement de la mission a été approuvé en 1983. Elle a même été conçue en 1975. Donc, nous avons volé pendant 10 ans dans le système solaire simplement pour atteindre l'orbite de la comète. C'est ce que nous voulions faire. Nous voulions aller plus que cela. Nous voulions aller au rendez-vous avec une comète, voler avec une comète et finir par atterrir dessus. La gravité jouait à cet égard un rôle extrêmement important dans ce vol comme dans n'importe quel vol spatial. Nous avons donc fait ce que l'on appelle le rapprochement planétaire pour arriver à l'orbite de la comète elle-même. Ce rapprochement planétaire, c'est aussi appelé parfois l'accélération gravitationnelle. On voit que c'est un petit peu, ça induit un peu en erreur. Je vous expliquerai pourquoi. En 2014, pour finir, après avoir passé de nombreuses années dans le système solaire, nous avons enfin atteint notre comète. Au cours de la plupart de l'orbite que vous voyez ici en bas à gauche de ce diagramme,
nous avons dû éteindre la sonde parce que les panneaux solaires n'étaient plus suffisants pour produire toute l'énergie dont nous avions besoin. Donc pendant 3 ans, la sonde a été en sommeil. Nous n'avons eu aucun contact avec elle. Elle a volé toute seule dans l'espace. Beaucoup de personnes me disent « Mais comment est-ce que vous saviez où elle allait se retrouver ?» Eh bien, c'est la loi de la gravité, bien sûr. Nous savions parfaitement où Rosetta allait ressortir le 20 janvier 2014. Et nous avons trouvé, effectivement, cet aéronef prêt à sortir d'hibernation. Comment avons-nous pu faire tout cela ? Voilà une projection sur un plan de la trajectoire de Rosetta dans le système solaire. On voit ici les hachurés en jaune. C'est simplement le point jaune, pardon, au centre de ce diagramme, c'est le Soleil. En vert, c'est l'orbite de la comète. Le but était de passer de l'orbite de la Terre à notre orbite en accumulant l'énergie. La comète a une orbite à une vitesse de 30 km par seconde, à cette distance de 150 millions de kilomètres, donc unité astronomique. La périhélie de la comète, la partie la plus proche du Soleil, évolue à peu près 30 km par seconde, 156 millions de kilomètres du Soleil. Ce sont des niveaux d'énergie tout à fait différents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment donner à notre aéronef exactement le même niveau d'énergie et à la bonne position et au bon moment pour pouvoir atteindre et correspondre à l'orbite de la comète. Nous avons donc construit les 2 lanceurs de fusées les plus puissants qui existent et qui ont coûté des centaines de millions. Et ce sont ces lanceurs qui nous ont donné cette orbite. Ça a été un petit peu décevant d'une certaine manière, parce qu'en fait, on voulait atteindre l'orbite verte et on a simplement atteint l'orbite rose ici. Mais Ariane 5 a fait un travail formidable. Elle nous a permis de nous extraire du champ de gravité de la Terre. La Terre est une planète massive et avec cette gravité, elle ne permet pas de s'échapper de ce champ de gravité. Donc nous avions besoin d'Ariane 5 simplement pour sortir de ce champ de gravité et pouvoir voler à peu près sur la même orbite que la Terre autour du Soleil. Ensuite, nous avons commencé à jouer avec la gravité en utilisant une autre chose que je vous expliquerai plus tard. Donc, nous avons quitté la Terre à 1 an après le lancement. Une unité astronomique du Soleil parce que nous revenions autour du Soleil régulièrement. Après, à peu près à 34 km par seconde. Vous voyez que nous dépassions déjà la vitesse de la comète et que nous étions beaucoup plus proches du Soleil. La comète avait beaucoup plus d'énergie donc que nous, et nous ne l'avions pas. Parce que si je laisse tomber 2 objets, un de cette hauteur et l'autre de celle-ci, leur écrasement est évidemment différent parce que le niveau d'énergie au moment du choc est différent. Ensuite, nous avons fait autre chose. Nous avons accéléré l'aéronef en accroissant la taille de l'orbite. Voici l'orbite de Mars autour du Soleil. Et nous avons fait ce que vous voyez ici à l'écran. Nous avons volé à proximité de Mars en 2007 et nous avons réduit la taille de l'orbite de Rosetta. En fait, nous avons ralenti Rosetta en donnant à Rosetta moins d'énergie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez l'orbite rose, l'orbite originale de Rosetta, elle est manifestement plus petite que celle de la comète. Mais elle est orientée de façon plus ou moins orientale. L'axe longitudinal est dans cette direction alors que celui de la comète est dans une autre. Donc non seulement il faut que nous accroissions la taille de l'orbite, mais nous devons également faire pivoter l'ensemble de l'orbite pour l'aligner sur celle de la comète. C'est ce que nous avons fait avec Mars. Réaligner l'orbite de la comète pour parvenir en 2009 à un point spécifique. Ce point spécifique qui nous permet non seulement d'élargir la taille de l'orbite de la vitesse héliocentrique de Rosetta, mais aussi commencer à faire pivoter quelque peu l'orbite de Rosetta. Nous jouions en quelque sorte avec les paramètres de l'orbite de Rosetta dans l'espace. Nous avons ensuite fait un 3e frôlement de la Terre et nous avons réussi finalement à nous aligner un petit peu sur l'orbite de la comète, tout en restant un petit peu plus petit. Il n'était pas possible de faire davantage parce que d'un côté, nous étions liés par la Terre. Notre orbite était revenait toujours vers la Terre. Donc il fallait accroître l'énergie nécessaire à l'aide de fusées qui étaient embarquées sur l'aéronef, mais en utilisant cette fois-ci l'énergie chimique stockée dans des réservoirs.
pour que les deux orbites se correspondent parfaitement. C'est cela le rendez-vous. Nous avons enfin réussi à coordonner les deux orbites et cela a mis 10 ans. Pour vous donner une petite idée de ce que cela veut dire réellement, Rosetta, au lancement, a une masse de 3,1 tonnes. 1700 kilos était simplement le propulseur, l'engin de propulsion. 1500 kilos seulement d'engin propulseur pour faire simplement modifier l'orbite. Tout le reste de l'énergie venait de la planète elle-même. Si l'on calcule l'énergie requise pour amener Rosetta à cette orbite à partir de la Terre uniquement avec des agents de propulsion, nous aurions eu une masse de 70 à 100 tonnes à déplacer, mais ça aurait été évidemment impossible de l'amener jusqu'à une comète. Sans ce système, il n'aurait donc pas été possible de lancer cet aéronef pour cette mission. Comment cela fonctionne exactement? Bien, si vous regardez la loi de la gravité, vous rencontrez ce système qui ressemble un peu à une balle de tennis que vous lancez à un train qui est en train de rouler vers vous. La balle de tennis revient vers vous avec une énergie bien plus importante que celle que vous avez lancée initialement. Mais il y a un contact. Or, dans l'espace, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de collision pour pouvoir transférer l'énergie. Vous ne voulez évidemment pas qu'il y ait de collision avec Mars ou avec une autre planète. Comment faire dans ce cas-là? Imaginez que vous ayez une planète en bois et que vous mettiez une boule de métal au-dessus, que vous preniez un aimant, que vous le mettiez en dessous de cette planète en bois. Vous tracez ou vous tirez cet aimant le long de la superficie de cette boule de bois et vous vous arrêtez tout d'un coup, et bien l'énergie qui a été accumulée propulse la boule de métal plus loin. La gravité n'est pas ce qui donne l'énergie. L'énergie, c'est ce qui vient de la planète elle-même qui tourne autour du Soleil. L'énergie n'est qu'un moyen que l'on utilise pour transférer, la gravité plutôt n'est qu'un moyen que l'on utilise pour transférer l'énergie vers notre aéronef. C'est ce que nous avons utilisé pour transférer l'énergie de la planète à l'aéronef lui-même. Nous ralentissons l'orbite de la planète et nous accélérons ainsi l'aéronef, tout en changeant son orbite. Même s'il y a une différence de masse entre la Terre et le Rosetta, ça entraîne une modification importante de l'énergie accumulée par Rosetta et une petite modification de la vitesse. Notre voyage autour du Soleil est un petit peu plus lent autour du Soleil depuis que nous avons lancé Rosetta. On ne peut pas le mesurer, mais enfin, c'est probablement ce qui s'est passé. Donc, on appelle cela l'assistance gravitationnelle. Ce n'est pas en fait la gravité qui agit. La gravité, c'est dans un champ conservateur. Si je suis Rosetta et que je viens vers la Terre et que cela accélère, tout le monde me dit « Ah ben oui, évidemment, ça s'accélère. » Mais quand ça s'éloigne de moi, c'est l'inverse. L'énergie cinétique est reprise par la gravité. Donc, ça n'est pas véritablement ce qui compte. Ce qui compte, c'est le mouvement de la planète, le vol de la planète autour du Soleil. Cela dit, je vais vous donner maintenant quelques petites cartes postales de ce vol de 10 ans autour du système solaire. Ce sont des cartes postales du premier frôlement de la Terre, formidable d'ailleurs, parce que c'était la toute première fois que l'on le réalisait en 2005. Ensuite, le frôlement de Mars, une superbe photo de Mars ici. Ça n'est que quelques années plus tard que nous avons réussi à comprendre que c'était un selfie. En fait, on ne l'appelait pas selfie à l'époque. C'est une photo qui a été prise à des milliers de kilomètres de la surface de Mars et vous voyez le panneau solaire de Rosetta qui se détache. Ça, c'est le deuxième frôlement de la Terre, une photo de nuit. Désolé, il faut que je vous tourne le dos. Ce que vous voyez ici, c'est le Nil. Ici, c'est l'Espagne. Ici, c'est l'Italie. Ici, c'est le Royaume-Uni. Malheureusement, je ne peux pas voir la Suisse et l'Allemagne. Sans doute y avait-il des nuages, désolé. Puisqu'on vole dans le système solaire et que les comètes sont des objets primordiaux, tout comme les astéroïdes, et puisque l'on traverse à 2 reprises la ceinture d'astéroïdes, on en a profité pour étudier cette ceinture. C'est la première fois que l'on frôlait des astéroïdes, les astéroïdes Stein. Ce sont des petits corps assez petits, de 5 km de diamètre seulement, que nous avons pu approcher.
à une distance de 800 km. C'est le point le plus proche que dont nous ayons pu nous rapprocher. Ensuite, nous avons fait le dernier frôlement de la Terre. Et pour ceux qui étaient ici hier, quelqu'un a dit parfois qu'il faut regarder les formules que nous avons développées en physique et y réfléchir sur le plan général et philosophique. Faisons de même ici avec la Terre. Regardons ce qu'elle veut dire pour nous et à quel point elle compte pour nous. Nous avons volé à proximité d'un astéroïde appelé Lutetia, beaucoup plus massif d'ailleurs, à une distance de 300 km. Nous avons commencé à utiliser certaines des techniques que nous avons ensuite utilisées sur la comète. Avec notre caméra, nous avons pu suivre cet astéroïde, évidemment. Lorsque vous vous rapprochez de l'astéroïde, on reste en espace et on suit un petit peu l'astéroïde. Mais il faut encore se rendre compte que la trajectoire de Rosetta a également joué un rôle. La masse et la gravité de l'astéroïde perturbaient en même temps la trajectoire de Rosetta. Nous avons pu en inférer la masse de l'astéroïde et ainsi la densité aussi de l'astéroïde. Ce sont des données que nos scientifiques recherchaient depuis longtemps. Et nous allons évidemment réutiliser ces systèmes plus tard sur la comète. Ensuite, en 2011, nous avons dû faire hiberner la sonde pendant 3 ans jusqu'en 2014. Et beaucoup de personnes estiment qu'en fait, ça a pris 3 ans. Pour moi, personnellement, ces 3 années de 2011 à 2014, en fait, ont été les années les plus difficiles de toute ma carrière parce que il fallait que l'on se prépare à quelque chose à quoi personne n'était prêt. Voler sur une comète. C'est ce qui s'est passé en 2014. C'est là que nous avons réveillé notre aéronef. Nous pensions que notre astéroïde se retrouverait ici et nous avons donc commencé à regarder, à scruter le ciel. Voilà notre comète et voici donc notre objectif qui arrivait enfin sur la carte du ciel. Tout d'abord, nous savions parfaitement où était la comète. Bien sûr, nous connaissions son orbite avec une incertitude de quelques milliers de kilomètres. Si vous voulez atterrir sur une comète, il faut que cette incertitude disparaisse pleinement. Donc la seule chance que nous avions, c'était de procéder à une navigation optique. Vous vous souvenez que notre orbite était un petit peu plus petite que celle de la comète. Certains pensaient que si nous arrivions sur la comète, il y aurait des manœuvres de freinage importantes à réaliser. Non, en fait, nous étions sur une orbite plus petite, donc nous étions en avant de la comète. La comète venait derrière nous. Et elle était plus rapide que Rosetta. Donc, avec notre système, nous n'associons d'accélérer notre aéronef pour rattraper la comète. Ça semble très difficile, mais ça ne l'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Imaginez que vous êtes en train de rouler, vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous, vous voulez arriver en parallèle avec cette voiture, eh bien vous la regardez dans votre rétroviseur, vous estimez un petit peu la vitesse relative des deux véhicules, vous appuyez un peu ou vous freinez sur l'accélérateur le cas échéant, et puis l'autre voiture vous rejoint peu à peu. C'est exactement ce que nous avons fait avec la comète. On regardait où était la comète, comment elle se déplaçait, on estimait la vitesse respective des deux corps, et puis on accélérait ou on freinait le cas échéant, jusqu'à ce que l'on arrive au moment où les deux corps se retrouvent exactement à la vitesse, au même endroit, donc sur la même orbite, pour pouvoir arriver à notre rendez-vous. Voilà donc les dernières journées avant d'arriver à ce rendez-vous. Donc voler pendant 10 ans dans l'espace avec des planètes si immenses, on connaît bien les lois de la gravité et du vol spatial. C'est un petit peu comme se retrouver sur une autoroute allemande. C'est le genre de sensation. Vous connaissez le revêtement, vous connaissez les règles, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous allez arriver à destination. Mais quand vous arrivez sur zone, c'est un petit peu comme rentrer dans une ville italienne. C'est-à-dire que c'est un monde inconnu. On dit qu'il n'y a pas de gravité. On va voir qu'il y a de la gravité autour de la comète. Mais c'est un monde totalement inconnu. On ne savait rien. On n'avait pas de système de navigation. Il n'y a pas de panneau indicateur. C'est un petit peu comme se promener en Italie. Il faut se préparer pour ce genre d'expérience. C'est ce que nous avons fait pendant ces années d'hibernation. Donc, pour comprendre l'environnement, il fallait caractériser cet environnement dans lequel nous volions. Il fallait caractériser la comète, le vol spatial. Nous avons créé cette orbite très bizarre que vous voyez ici. Voilà ce que nous avons fait sur Rosetta. C'était quelque chose que nous avions conçu il y a bien des années avant. En vol spatial, quand vous voulez mettre un objet en orbite autour d'un autre objet, vous devez connaître un paramètre fondamental, à savoir la masse du corps
facteur central, à savoir la masse de la comète. Il fallait mesurer la masse de la comète. Sinon, nous ne pourrions pas savoir à quelle vitesse il fallait mettre Rosetta en orbite autour de la comète. Donc voilà ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Je peux vous dire tout de suite que la comète est aussi grande que le Mont Blanc, 5 km, c'est de la glace et des rochers, pas vraiment des rochers, on va les appeler comme ça néanmoins. Cela pèse 10 milliards de tonnes, ça paraît énorme. La densité de la comète est inférieure à un verre d'eau. Si on la met dans l'océan, cette comète, elle va flotter. Alors, comment est-ce que nous avons calculé tout cela? Comment est-ce que nous pouvons voler dans un environnement pareil? Alors, ça devient un petit peu plus technique, mais puisqu'on m'a demandé de parler de la gravité, eh bien, parlons de la gravité. Sur ce graphique, à gauche, vous avez l'accélération mesurée en G. Pour ceux qui connaissent moins ce terme, imaginez, c'est une force. Techniquement parlant, c'est pas tout à fait juste, mais enfin, un G, c'est la force qui nous attire vers la surface de la Terre. C'est une échelle logarithmique. Donc, chaque fois que vous descendez, c'est un facteur de 10. Donc, moins 0,06, c'est 1 million de fois de moins que sur la Terre. C'est ce qu'on appelle la microgravité. Vous avez vu des astronautes en train de flotter. C'est ce qu'on appelle un environnement de microgravité. Donc, 1 million de fois de moins. Ce n'est pas vraiment, techniquement parlant, le cas. Ils ne sont pas soumis à une accélération constante, mais c'est l'accélération en principe qu'ils ressentent 1 million de fois de moins que sur la Terre. C'est la raison pour laquelle ils flottent. Donc, Rosetta se trouve sur la droite. Vous voyez la distance de notre engin spatial par rapport au noyau de la comète. Et voici donc notre plan. La ligne verte, c'est la distance projetée. Vous avez vu les orbites à partir du noyau. Donc, on est passé de milliers de kilomètres en début août. On devait se trouver à une centaine de kilomètres, ensuite 50 kilomètres, et petit à petit, on se rapproche. L'autre courbe que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le tiers. Le troisième corps, le Soleil, Rosetta et la comète. Alors la différence, c'est la différence d'accélération subie par Rosetta par rapport au Soleil. Donc la différence entre ces deux valeurs, c'est ce troisième corps. Et vous voyez, ça c'est l'accélération qui entraîne les mouvements relatifs des deux corps. Un petit peu comme si les deux corps n'interagissaient pas les uns avec les autres. Mais la comète était là, la masse de la comète était là. Alors comment mesurer cette masse? Eh bien, on se retrouve avec notre graphique. Partons d'autres principes. Donc ce n'est pas simplement le Soleil qui interagit avec Rosetta, avec la comète, c'est la comète qui interagit avec Rosetta. Plus on se rapproche, plus on ressentait qu'il y avait quelque chose de plus que le Soleil qui attirait Rosetta. Et on a pu mesurer l'accélération centrale de la comète. Avec ce paramètre, fin juillet, début août 2014, on était à une centaine de kilomètres de la comète. On a commencé à voir l'engin spatial se déplacer différemment, comme si la comète n'était pas là. Donc, grâce à cette accélération, en la mesurant, nous avons pu mesurer la masse de la comète, 10 milliards de tonnes. Mais regardez les valeurs, on est bien en dessous de la microgravité à ce moment-là. Donc, nous sommes en train de mesurer des choses qui, en fait, sont dans une nanogravité. Donc, ça, c'est la gravité qui entoure la comète. La ligne bleue, c'est à ce moment-là où nous avons mesuré la masse de la comète, on a pu projeter le niveau de gravité que nous allions ressentir à la surface de la comète 10 à la puissance moins 5. Donc, le lave-linge qu'on a mis sur l'engin spatial, la masse était de 100 kg. À la surface de la comète, elle ne pesait plus qu'1 gramme si on voulait mesurer le poids à ce moment-là. Donc, voilà ce que nous avons projeté comme étant l'évolution des forces gravitationnelles ou l'accélération qui aidait Rosetta à voler autour de la comète. Donc, on parle de quelque chose qui est en dessous, ce qui est subi par les astronautes dans une station spatiale. Vous avez vu la comète. C'est un objet extrêmement bizarre. C'est très poreux, un petit peu comme une pierre ponce, couverte de glace. Et quand elle est réchauffée, la
glace se dissout et ça crée des gaz qui sortent de la comète et ça donne une espèce de vent. Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à cela, avec ce vent, avec ces énormes panneaux scolaires de la Rosetta. Cela crée une accélération et cela repousse Rosetta. Donc, comme cela a été dit hier, donc on a dû lutter contre cette petite gravité, mais il fallait également calculer les accélérations aérodynamiques à la surface de la comète. C'est de cet ordre de grandeur entre picogravité et nanogravité. On oscille entre les deux. Il faut les estimer. Alors, on ne savait pas ce que c'était. Il a fallu les mesurer pour bien planifier, modéliser le vol de Rosetta autour de la comète. Et quand on fait voler Rosetta, on est en train de mesurer ces accélérations et utiliser ces accélérations dans nos systèmes pour planifier le vol de Rosetta autour de la comète. Est-ce que c'est terminé? Mais évidemment pas, c'est beaucoup trop simple. Vous avez vu la forme de la comète, ce n'est pas vraiment une sphère. Imaginez la Terre, le potentiel de gravité autour de la Terre, c'est assez uniforme. Bien sûr, nous modélisons les bizarreries de notre planète, mais imaginez les bizarreries d'un tel objet, ça n'a rien à voir, ça ne ressemble en rien à une sphère. Donc le potentiel de gravité varie selon la zone de la comète que nous sommes en train de survoler, comme si on était en train de survoler une montagne de la comète. À ce moment-là, on subit une accélération gravitationnelle différente que si nous étions survolés une vallée. Il faut entrer ces variables dans l'équation. Ça complique encore davantage le problème. Plus on se rapproche, plus il a fallu prendre en considération ce genre d'accélération bizarre que nous subissions. Cela reste une composante de la gravité. C'est l'irrégularité, la non-uniformité du champ gravitationnel. C'est la ligne noire. Plus on se rapproche de la comète, plus cette composante devient importante. Et il fallait la mesurer, cette composante. Alors, pour ceux qui connaissent la façon dont on modélise la gravitation, eh bien, c'est la deuxième loi d'harmonique. Et quand on s'est rapproché de la comète, on est arrivé à 1-2 km de la surface de la comète. Il a fallu estimer la 5e harmonique du potentiel de gravitation, sinon on n'aurait pas pu survoler ou voler autour de la comète. Donc avec cet engin spatial, on mesurait la gravité jusqu'à des nanogés, des picogés, et il fallait créer un modèle pour reproduire cela. Est-ce que c'est terminé? Non, pas encore. La ligne rouge que vous voyez en bas ne joue pas de grand rôle à ce moment-là. C'est la pression radiosolaire, donc c'est cela qui chauffe les panneaux solaires de Rosetta, qui l'éloigne du Soleil. Hier, on a entendu parler du Soleil, donc plus on se rapproche du Soleil, plus ces accélérations sont en train de prendre de la valeur, et il nous faut prendre en considération toutes ces valeurs quand on tourne autour de la comète. Donc, ce n'était pas une mission sans gravité. Il y avait de la gravité, mais le problème, ce n'est pas la petite gravité qui entoure la comète. C'était tout ce qui entourait le problème. C'était beaucoup plus difficile à modéliser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire du mieux qu'on pouvait. L'une des opérations les plus compliquées que nous avons réalisées pour Rosetta, c'était pour libérer l'atterrisseur où la gravité a joué un rôle. Vous savez que Philae était tout à fait passif. Ça a été une descente balistique. Imaginez la comète un petit peu comme le Mont Blanc, 5 km. Le Mont Blanc à peu près 5 km. Donc de glace et de rochers. Si vous volez avec un avion, vous devez faire atterrir le lave-linge sur un glacier sur le Mont Blanc. C'est ce qu'on a fait. Donc on survolait à 22 km, c'est-à-dire 2 fois l'altitude normale d'un avion. Donc il faut lâcher un lave-linge sur un glacier sur le Mont Blanc dans un environnement avec très faible gravité. Il nous a fallu 7 heures pour que l'atterrissure passe de 22 km à la surface. Et on a accéléré la descente parce que seule la composante de la gravité qui contribue à cette descente, on est passé, donc l'accélération de l'atterrisseur de 0 à 26 cm par seconde, donc 30 km par seconde, et là on est à 26 cm par seconde. Donc la descente, c'est en fait la Rosetta qui volait vers la comète.
On a fermé l'atterrisseur et on lui a donné une toute petite surface pour atterrir. Ce qui était compliqué avec Rosetta, donc tout ce qu'on vous a expliqué, il nous a fait mesurer des composantes extrêmement petites de l'accélération. Et pour les collègues qui font des expériences en physique fondamentale, ils ne trouvent pas ces mesures compliquées ou trop petites, ils ont l'habitude, mais il y a une dimension de Rosetta qu'on a tendance à sous-estimer, c'est-à-dire que nous n'avions pas d'instrument. L'instrument, c'était l'engin spatial, et notre engin spatial volait dans ces conditions. Imaginez la Terre sous forme de balle de tennis avec ce ratio, avec ces dimensions. La Lune ressemble à un pois chiche. Donc, la comète est un peu plus petite, donc ça ressemble à une toute petite tranche, une coupe d'un cheveu humain. Si vous faites une coupe de votre cheveu humain, c'est cela la taille. Donc, on est à 380 000 km, donc on est à 1,5 mm. Donc, vous reprenez votre balle de tennis, votre pois chiche, et il me faut poser la comète qui est à 500 millions de kilomètres, c'est-à-dire 2 km. Imaginez que la comète se trouve là. Donc, voilà où se trouvait la comète. Mais ce que nous avons fait, nous avons contrôlé cette balle de tennis dans cette salle. On a fait atterrir une molécule d'hémoglobine sur la comète. Et dans un laboratoire, ça a été vraiment la chose la plus compliquée de notre mission. Je vous laisse regarder les images. Voici l'atterrissage. Donc, vous voyez la surface. Donc, l'animation est en temps réel. Si vous étiez un astronaute à bord de Philae, vous verriez l'effet de la gravité de la comète de Philae, donc en descendant vers la surface de la même façon que vous voyez à l'écran maintenant. C'est comme ça que ça serait passé. Ça, c'est la dernière image prise par Philae avant d'atterrir à la surface de la comète, donc à 9 mètres. Donc, troisième étage, sur le balcon, vous regardez la rue, c'est ce que vous verriez si vous étiez à bord de Philae. Ça, c'est une des premières images de Philae prises par Philae à la surface de la comète. Alors, bien entendu, nous n'avons pas fait cela pour se faire plaisir en tant que pilote. Nous n'avons pas fait cela pour mesurer la gravité, on l'a fait pour des raisons scientifiques. Et les scientifiques responsables de la caméra sur Philae a dit « ça, c'est l'atterrissage il y a 20 ans, le rocher à 80 cm de mon caméra est à 8 milliards d'années. C'est ce que je voulais voir sur ma caméra. » Donc, on n'a pas terminé avec Philae. On a continué à se rapprocher de la comète dans cet environnement extrêmement hostile. Donc, on était en rase-motte. Vous voyez l'ombre des panneaux solaires de Rosetta à la surface de la comète. On a subi des blizzards, des tempêtes de neige. Vous voyez, c'est en train de faire fissurer la glace de la surface de la comète. Et c'était très difficile à gérer, mais c'est ce que voulaient faire les scientifiques. Ils voulaient absolument récupérer ces particules de poussière engrangées par les instruments de l'engin. On a vu des rochers en vol, d'autres effets de la gravité que nous avons pu constater quand on est arrivé en 2014. L'un des scientifiques m'a dit « j'attends le jour où cela va s'effondrer ». Ça s'est effondré en 2016. On est arrivé sur zone, on a pris cette image, on a vu l'effondrement. Donc ça, c'était l'effet de la gravité. Et voici une animation de ce glissement de terrain à la surface de la comète. Donc il y a de la gravité sur la comète. On le voit, c'est tout petit. À la fin de la mission, on a étudié cela avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Philae, atterri sur la
comète, les systèmes d'arrimage se sont bloqués, n'ont pas bien fonctionné. On a eu un problème technique. Et puisque le champ de gravité est tellement faible, Philae a rebondi à la surface de la comète à plusieurs centaines de mètres et a atterri ailleurs sur la comète. On a pu récupérer les données de Philae parce que nous avions un contacteur radio, mais on n'a jamais pu revoir Philae à la surface de la comète que 2 ans après son atterrissage, où nous avons pu prendre ce cliché. Et vous voyez notre atterrisseur Philae ici. Donc voilà ce que nous faisons depuis quelques années. Voici la dernière image prise par Rosetta avant d'atterrir à la surface de la comète. Donc on a fait atterrir l'engin spatial à la fin de la mission parce qu'on ne pouvait pas davantage le faire fonctionner. Donc on a recueilli des milliers de données pour nos scientifiques. J'espère qu'ils vont pouvoir les exploiter, ces données, comme ils le souhaitaient. Nous avons dû voler dans un environnement extrêmement hostile. On a beaucoup appris sur les environnements à faible gravité. C'était pas simplement important pour Rosetta. Si vous réfléchissez à ce qui se passe dans l'espace, on parle de défense planétaire avec des objets qui frôlent la Terre et leurs orbites sont en train d'intercepter l'orbite de la Terre un jour. Un astéroïde va frapper la Terre, ça s'est passé déjà et ça va se passer de nouveau à l'avenir. Si on se prépare bien, si on comprend mieux ces petits corps et si on arrive à apprendre à voler à côté d'eux, à ce moment-là, on pourra peut-être défendre notre planète si précieuse vis-à-vis de ces corps. Et l'expérience de Rosetta voler dans un environnement à faible gravité, dans ce genre d'environnement hostile, va nous être très utile également dans le domaine de la défense planétaire. Merci beaucoup. Et le monsieur en train de skier à la surface de la comète, en fait, c'est un effet Photoshop. On a simplement mis des traces de ski dans la neige. Ça a été monté grâce à Photoshop. Merci de votre attention. Thank you. Thank you. So thank you very much, Andrea Camazzo, for this really fascinating. Merci beaucoup, Andrea Comazzo. Comme vous le savez, il va y avoir une discussion avant d'inviter les 2 autres orateurs à la tribune. Il y aura 2 microphones baladeurs, donc vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Et pour ceux dans la salle qui sont trop timides ou qui ont pris froid et ont un chat dans la gorge, vous pouvez poser vos questions via Twitter, et cela vaut aussi pour tous ceux qui nous suivent sur la toile. Vous pouvez également poser des questions par Twitter et toutes ces questions seront répétées à la tribune par Thierry Courvoisier qui va m'aider avec toutes ces questions. Alors, j'ai grand plaisir d'inviter 2 autres orateurs de ce colloque, Wright, Claudia Deram et Thibaut Damour. So, before I come... Avant de parler à nos 2 invités, je souhaiterais commencer par vous poser la première question, Andrea. J'étais à Darmstadt, en Allemagne, au centre de contrôle où vous travailliez, mais derrière une paroi en verre. Et j'ai reparcouru les articles qui avaient été écrits à l'époque, l'atterrissage de Philae. On en parlait beaucoup dans la presse, New York Times. Je crois que nous avons un écran avec tous les articles dans la presse à ce sujet. On vous voit sur beaucoup de clichés. Vous ne le voyez pas. Si vous vous retournez, vous rappelez ces images. Donc, on vous voit en train de sourire, vous féliciter entre vous, vous êtes en train de célébrer cet événement.
Et je n'ai pas trouvé de citation de votre part parce que vous n'aviez pas l'occasion de parler aux médias. Mais enfin, imaginez que vous êtes 4 ans en arrière. Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous savez, quand on a fait atterrir Philae à la surface, heureusement, vous ne parlez pas l'italien parce que j'aurais dit quelque chose en italien. Enfin, les italophones savent très bien ce que j'aurais dit. Je ne peux pas le dire ce soir, ce ne serait pas très poli. Enfin, vous savez, la raison pour laquelle on fait ce genre de mission scientifique, c'est pour obtenir des informations scientifiques. Donc, l'atterrissage, c'est le début de la mission parce que c'est lorsque nous recueillons ces données que la mission commence. Mais pour nous, personnellement, ça a été vraiment une époque très épuisante. On est arrivé au point où on se disait, moi j'aime bien jouer au football et cette fois-ci on a gagné le match. Il ne s'agit pas simplement de mettre un but, mais cette fois-ci on avait vraiment remporté le match et on se sentait complètement épuisé, miséreux, mais on ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait continuer à faire voler l'engin pour nos scientifiques et comme disait Catherine, ils en voulaient toujours plus. Donc ce n'était pas facile de gérer justement toutes ces attentes, mais grâce à cette excellente équipe, nous avons pu collaborer et nous avons réussi. Parlez-nous de Philae parce que, bon, il y a eu un petit peu ce rebondissement inattendu, délétère. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Professionnellement, c'était difficile à gérer ce genre de rebondissement parce que lorsque Philae a atterri, on n'avait pas suffisamment de visibilité pour déterminer le statut de l'atterrisseur. Donc, on a passé la nuit à s'arracher les cheveux et bon, on a compris que il était reparti, on ne savait pas où il allait retomber suite à cet énorme rebondissement, mais l'essentiel pour nous c'était de maintenir le contact radio. Mais en tant que personne chargée des opérations, vous devez vous mettre dans la peau d'un pilote et vous avez un petit peu perdu contrôle, vous ne savez pas où se trouve votre engin, ce n'est pas vraiment agréable comme sensation. Donc, bien sûr, nous étions heureux parce que nous avions réussi. On était toujours en contact avec Philae, mais il y avait pas mal de frustration parce qu'on ne savait pas exactement ce qui était en train de se passer. Et ça, c'est le grand enseignement que nous avons retiré de cette expérience, c'est-à-dire que nous devions concevoir d'autres engins spatiaux. Il faudrait améliorer certaines petites choses. Bon, vous l'avez retrouvé quand même, Philae, mais ça s'est passé comment? Vous avez envoyer quelqu'un se pencher sur toutes les images pour retrouver Philae. Bon, ben, on savait quand même où chercher. Le problème, c'est qu'avec la comète qui se rapprochait du Soleil, les activités devenaient de plus en plus fréquentes et on devait s'éloigner à 100 km de la comète parce que ce n'était plus possible de voler dans son environnement et à cette distance-là, c'était très difficile de voir quoi que ce soit et c'était beaucoup plus compliqué que prévu parce que la surface de la comète était très compliquée. Philae est arrivé à ce qu'on appelle en hiver. Quand il s'est rapproché de la comète, c'était plutôt sombre, donc on était un petit peu dans le noir. On savait plus ou moins où ça se trouvait parce que le Philae avait des radios à bord et avec une triangulation. Quand on recevait un signal de Rosetta, on faisait de la triangulation, un petit peu le contraire de ce qu'on fait avec le GPS. Avec ces ondes radio, on a pu cerner un petit peu la zone où se trouvait peut-être Philae. Ensuite, on a étudié toutes les images. Et que s'est-il passé quand vous l'avez trouvé? Ben, c'était en mai 2016. On s'est dit, oui, on a l'impression que c'est Philae, mais on ne pouvait pas se rapprocher assez près pour voir ce qu'il en était. Et puis, un lundi, on m'a donné cette nouvelle. Et puis, l'image est extraordinaire. On pouvait tout revoir. Les jambes, les pieds. C'était formidable. Donc, c'était vraiment le dernier cadeau avant la fin de la mission. Bien, je passe à nos deux invités. Claudia, je commence par vous. Vous travaillez sur des distances énormes en dehors du système solaire. Alors évidemment, j'imagine que vous avez suivi de très près tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette mission. Quel est votre point de vue en tant que théoricienne, en tant que physicienne
Alors c'est impressionnant la façon dont nous comprenons la gravité et on crée des modèles de modification de gravité. On voit à quel point on comprend cette gravité. Quand on voit ces corrections, c'est quand même extraordinaire. C'est très satisfaisant. C'est de la théorie. Et moi, je travaille sur les aspects théoriques. Donc j'ai l'habitude par les chiffres 10 à la puissance moins 20. Et quand il faut les utiliser, ces chiffres, et faire quelque chose de concret, de tangible avec ces chiffres, c'est toujours incroyable que cela marche et que ça se passe aussi précisément que prévu. Toutes les corrections qu'il fallait prendre en considération étaient prises en considération exactement comme ça devait être fait. Et c'est quand même extraordinaire de voir que nous comprenons bien le domaine. C'est époustouflant. Alors la même chose, même question, Thibaut Damour. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là hier, vous êtes spécialisé dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, des trous noirs, des ondes gravitationnelles. Est-ce que vous voyez des liens entre ce que vous faites vous et ce que fait Andrea au quotidien? Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser son expérience? Alors, je dois dire, je suis théoricien, mais j'ai eu beaucoup de contacts avec ceux qui sont chargés des observations d'objets en dehors du système solaire, comme les pulsars binaires, mais j'ai également participé à des missions spatiales. Donc, j'ai quand même intégré ce plaisir de connaître la beauté de toutes ces missions et d'avoir tellement de gens qui participent à cet effort pour faire de ces missions une réalité. J'admire le travail fait par tous les scientifiques, les ingénieurs qui nous ont donné des données extraordinaires, des résultats extraordinaires. La science repose sur les idées et sur les données recueillies lors d'expériences. Donc, ça fait partie de ma philosophie sur la science et je me rappelle l'époque où Philae avait rebondi. Donc, j'étais très inquiet parce que je me suis dit, ouais, je savais que ça avait été une réussite, mais en même temps, ça nous a très perturbé ce rebondissement. Alors, le lien qui vous unit tous les trois, je n'en ai pas vraiment parlé, mais c'est peut-être la quête de nos origines d'une autre façon quand on parle des origines de l'univers. Et vous aussi, parce que vous parlez de comètes, vous travaillez avec les comètes, ce sont des voyageurs spatiaux avec des signatures cosmiques, oui, peut-être à des échelles différentes du point de vue temps déjà, parce que nous parlons d'époques plus récentes que celles étudiées par nos collègues, bien qu'il s'agisse de quelques milliards d'années, une toute petite dimension, une échelle dimensionnelle haute. Peut-être il faudrait poser ce genre de questions à Catherine, mais ce qu'elle découvre grâce à ses résultats, ce que l'on retrouve sur la comète, ce sont des informations universelles. Ça n'est pas simplement caractéristique de notre système solaire, donc ça va aussi dans le sens des recherches de nos collègues. C'est toujours la même question, d'où venons-nous, qui sommes-nous? Ce sont toujours les mêmes sempiternelles questions. Un autre lien, c'est peut-être le temps qui est requis pour réaliser une telle mission. Vous l'avez dit, depuis le moment de la décision jusqu'à la réalisation, plus de 20 ans se sont écoulés. Oui, plus de 20 ans. Et vous trois, vos grandes théories, vos rédactions sur le papier avant d'arriver à un aboutissement, c'est des décennies aussi? Oui, effectivement, des décennies. Mais les êtres humains, c'est formidable qu'ils puissent poser des questions et obtenir une réponse sur les origines qui remontent à des milliards d'années. D'ailleurs, ces 500 dernières années, nous avons accumulé beaucoup de réponses. Il reste évidemment beaucoup de questions encore en suspens. Claudia y réfléchit, mais nous avons quand même engrangé beaucoup de réponses. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Bon. Alors, je vous propose maintenant d'ouvrir le débat à l'ensemble de la salle. Il y en a beaucoup. J'espère que je vous verrai mieux qu'hier soir. Ah, merci, on me donne la lumière. Ça m'aide. Voilà une question ici, si on vous amène un micro. Le micro arrive. Là encore, je le rappelle, toutes celles et tous ceux d'entre vous qui suivez sur Twitter pouvez également poser des questions.
Question à Andrea. Vous avez dit au début qu'il y a des millions et des millions de comètes, donc j'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi cette comète-là en particulier? Deuxièmement, vu la distance, combien de temps faut-il pour que les ondes radio et l'information aillent de la comète à la Terre et vice-versa? Dernière question, combien de temps le système fonctionnera-t-il? Pendant combien de jours, de mois, d'années estimez-vous que Philae rassemblera des informations? Pourquoi cette comète? Nous ne pouvions sélectionner que des comètes piégées à l'intérieur du système solaire, parce que ce sont les seules que nous pouvons atteindre. En 1986, la comète Giotto est allée jusqu'au noyau de la comète Halley, qui a une période de 72 ans. Nous avons pu rester à proximité et franchir sa trajectoire pendant quelques heures seulement, mais sans possibilité d'y atterrir. Ensuite, nous avons choisi donc une comète appartenant à la famille de comètes qui entrent dans le système solaire, parce qu'il y a des catégorie de comètes particulières. Nous ne voulions pas aller dans une comète qui était inactive parce qu'en ce moment-là, on ne voit plus le matériau qui en sort. On ne voulait pas non plus des comètes actives mais trop éloignées dont nous n'aurions pas pu nous rapprocher. Puis d'autres aspects ont joué un rôle. Il fallait aussi que le lanceur soit prêt, que la propulsion soit préparée, que la fusée soit active. Et Rosetta, en fait, devait être lancé en 2003 pour se rendre sur une autre comète. Et puis, il y a eu un problème. Ariane 5 a été cloué au sol et n'a pas pu lancer la sonde. Parce que dans l'intervalle, n'oubliez pas que les planètes, mais aussi les comètes, ont continué leur trajectoire et se sont déplacées. Quant aux ondes radio, eh bien, ça dépend de la distance. Le jour où on est arrivé sur la surface avec Philae, la durée de transmission était de l'ordre de 30 minutes. Donc 30 minutes pour aller jusque chez nous et 30 minutes pour revenir. En 2014, Philae s'est retrouvé sur la surface de la comète avec la capacité de ses propres batteries. Il y a une possibilité de se lancer dans une mission solaire bonus en quelque sorte. Mais malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner. Ça n'est que sur cette région de la comète où la sonde a fini par se retrouver. Philae a été rallumé par le Soleil, s'est réveillé et a commencé à retransmettre des données. Certains éléments ont été endommagés néanmoins et nous n'avons pas jamais eu la possibilité de contrôler et de commander Philae. Nous avons reçu quelques informations scientifiques et d'ingénierie qui sont toujours valables pour les scientifiques, mais nous n'avons jamais été en mesure de commander Philae. Donc Philae est morte en fait depuis 2015. Reparlons de ces rayons cosmiques évoqués par Thierry. Comment est-ce que vous les imaginez? Est-ce que vous prenez une comète comme cible, vous appuyez sur une touche sur votre ordinateur et vous obtenez une trajectoire? Comment est-ce que vous connaissez la manière de circuler en quelque sorte? Est-ce que c'est l'ordinateur qui vous aide? Ou comment est-ce que vous trouvez la trajectoire ou les trajectoires multiples pour atteindre une comète? Évidemment, les ordinateurs nous aident énormément, comme dans tout emploi de nos jours. Il n'y a plus d'êtres humains qui font des calculs à la main. Ce que l'on appelle l'analyse de mission, c'est le processus par lequel nous définissons la trajectoire de cette mission. Et normalement, on commence par le point final, c'est-à-dire on travaille à rebours. En l'occurrence, on connaissait l'orbite de la comète, plus ou moins. On a commencé à calculer à rebours l'énergie qui était nécessaire pour y parvenir. Comment atteindre ce niveau d'énergie? Et peut-être éventuellement faire un frôlement de la Terre. Et donc, on a travaillé à rebours jusqu'au moment où on se demandait si c'était encore faisable, s'il était possible de lancer un engin spatial de cette masse-là. Nous venons de lancer Colombo, le processus est exactement le même. On pourrait arriver à sur Mercure, à une saison particulière de Mercure, avec une mission particulière. Donc, il y a des créneaux horaires très limités qui sont à notre disposition, à l'aide de diverses techniques. Et c'est évidemment là où les ordinateurs nous aident. Ils analysent et ils optimisent les divers éléments de la trajectoire. Mais c'est un artisan, en quelque sorte, qui assemble les diverses trajectoires. Mais l'ordinateur est très intelligent et il trouve des dizaines de solutions, sans doute. Comment est-ce que vous choisissez la bonne? Il n'y en a pas des dizaines dans le cas de Rosetta, il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et ensuite, on regarde aussi la durée de la mission.
d'autres paramètres, d'autres contraintes, par exemple une longue éclipse que les batteries ne surmonteraient pas, ou bien il faut faire des manœuvres, des phases critiques, des conditions particulières, tenir compte de conditions particulières. Vu de la Terre, par exemple, si on se retrouve derrière le Soleil, ça n'est pas une bonne idée parce qu'à ce moment-là, on va perdre le signal pendant plusieurs semaines. Voilà le genre de contraintes qui nous permettent d'éliminer certaines trajectoires. Il y en a certaines qui sont moins bonnes, moins idéales que d'autres. Revenons aux questions dans la salle. Il y en a ici, une ici, à l'avant de la salle. Thank you. My name is Robert. Je m'appelle Roberto. Je me souviens de ce que vous avez dit au moment de l'atterrissage, mais je ne le répéterai pas puisque c'était en italien que vous ne vouliez pas le répéter. J'ai une question à propos de ce qui se passe pendant l'espace. Luca Parmitano avait fait des dessins il y a quelques dizaines d'années. Je me souviens également de l'atterrissage de Caparelli qui a été perdu. Je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes liés au rebond de Philae. Ma question est la suivante. Quelle est l'importance de l'échec pendant une mission spatiale? C'est un petit peu une question qui s'adresse à chacune et chacun d'entre vous ici. Évidemment, c'est fondamental. Si on n'a pas une certaine propension au risque ou à l'échec, on ne va nulle part. On reste dans un environnement bien connu et bien confortable. Ça fait partie intégrante de ce que l'on fait. Notre boulot consiste à gérer le risque, précisément, plus encore que ce que font les scientifiques. Lorsque vous gérez un projet de cette nature, vous avez une énorme responsabilité, bien entendu, et pour cette mission-là, nous avons dû analyser tous les aspects avant de prendre nos décisions. C'est évidemment l'une des parties les plus excitantes et fascinantes de notre travail, parce qu'en fin de compte, le plus souvent, il faut prendre une décision sans avoir toutes les informations. Et c'est précisément ce qui vous met au pied du mur. Mais l'échec, ça fait partie intégrante de ce que nous entreprenons, sinon nous n'entreprendrions rien. Oui, le pire, dans le cas de Schiaparelli, par exemple, c'est l'écrasement total. D'accord. Mais pour la mission suivante, ça a été important parce qu'on s'est rendu compte que si on se crachait à la mission suivante, ce serait un véritable échec. Pour Schiaparelli, c'était différent. C'est un échec qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses et de les corriger pour la suite. Évidemment, il y a toujours un risque d'échec quelque part. Mais l'échec, s'il se répercute sur les missions suivantes, alors là, c'est un véritable échec. Et chez vous, il n'y a pas vraiment d'échec? Enfin, chaque fois que je me réveille le matin, j'ai l'impression que je vais connaître un échec. Je fais beaucoup de théories et effectivement, on essaye. Je dirais que dans 99,9% des cas, les idées que l'on a, les choses que l'on essaye, échouent. On le sait d'ailleurs à l'avance. On ne sait pas exactement quelle est la bonne réponse. Si on connaissait la bonne réponse, on saurait comment commencer, on aboutirait à la bonne réponse et on pourrait demander à l'ordinateur de travailler à notre place. La partie intégrante de notre recherche, c'est la créativité. Et donc, elle inclut l'échec. Imaginez que vous soyez un peintre, vous pensez, vous avez une vision de ce que vous voulez réaliser sur votre tableau, mais en fin de compte, peut-être que ça va réussir ou non. Et il n'est pas possible de savoir à l'avance si ce sera réussi ou non. Lorsque vous croyez que vous avez échoué, à un certain moment, peut-être faut-il parfois attendre, laisser passer une nuit, 1 an, 10 ans, et ensuite revenir au sujet et se dire « Ah voilà, c'est ça qui manquait ». Peut-être une couleur, un ingrédient, un sujet, en parler avec des collègues, et le processus est infini. Mais tous les jours, on essaye de nouvelles idées, et tous les jours, on se rend compte que ça ne fonctionne pas et qu'il faut changer son fusil d'épaule, analyser les choses de façon différente ou de manière plus approfondie. Monsieur Damour. À cet égard, je voudrais juste citer un des plus importants mathématiciens du XXe siècle, Alexandre de Grothendieck, qui a dit que pour trouver la vérité, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Lorsque vous n'avez pas peur de l'erreur, c'est là que vous pouvez découvrir des choses nouvelles. Une question similaire peut-être. Le fait que l'on pouvait tout voir grâce à votre mission, qu'on a pu voir l'arrivée, l'atterrissage de la comète, de la sonde sur la comète,
C'est assez rare dans la cosmologie, n'est-ce pas? En fait, votre mission a été couverte par la presse du monde entier. Et récemment, on a également parlé des trous noirs qui sont au centre de la galaxie, mais on n'en a pas énormément parlé dans les médias. Dans la cosmologie et dans la physique théorique, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'attirer l'attention des médias? Je parlais hier à un journaliste des médias locaux qui me disait qu'il avait beaucoup de mal à faire passer le sujet dans le journal de 19h30 à la télévision. C'est très difficile de faire un récit autour des trous noirs. Comment cela se fait-il? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'image? Vous avez raison, peut-être. C'est un peu préoccupant. Pour tout ce qui est un petit peu trop abstrait, les savants connaissent la beauté de l'abstraction, mais le grand public un peu moins, et a du mal à être attiré par cela. Néanmoins, c'est important pour toute la science. Le fait qu'il y ait des parties de la science qui soient visuelles et qui attirent beaucoup d'attention joue un grand rôle et est très avantageux pour le reste de la science, les autres domaines scientifiques. On sait qu'il y a des savants qui passent des décennies et des dizaines d'années à essayer de comprendre l'histoire de l'univers. Et désormais, nous faisons tous partie de la même communauté scientifique d'ailleurs. Même à l'agence, nous avons des missions spatiales qui sont bien moins séduisantes, beaucoup plus difficiles à expliquer au grand public que Rosetta. Nous disons toujours, utilisons le succès de Rosetta pour expliquer le succès qui se cache derrière les autres missions. Parce que peut-être sur le plan technique ou technologique, sont-elles encore plus difficiles à réaliser que Rosetta. Mais c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Donc il faut profiter de Rosetta, pas simplement à l'intérieur de l'agence, mais dans les autres domaines scientifiques aussi. Monsieur Damour. Un exemple, c'est la mission Microscope qui est en train de tourner autour de nos têtes et qui a également mis des dizaines d'années de préparation avant d'être réalisée. Elle teste si tous les corps tombent de la même manière dans un champ gravitationnel, selon l'idée de Galilée. Ça n'a pas beaucoup attiré les médias, mais c'est une mission qui réalise des choses tout à fait fondamentales. Gardez le micro parce que j'ai une question pour vous. En préparant la soirée, vous m'avez dit que vous vouliez également faire un lien entre vos trois récits et parler de l'irrationalisme. Vous avez dit la fragilité de la science est telle que le public ne la comprend plus. Mais lorsque vous avez vu les photos, les images de ce soir, que vous avez compris ce qui était réalisé ou comment on procédait, est-ce que vous continuez à penser que la science est fragile? Certes, il existe un danger tout de même. Par exemple, je recommande à tout le monde de lire un livre très important de Lucio Russo qui s'appelle La Rivoluzione dimenticata, la révolution perdue. Il n'est même pas traduit en français. Il est disponible en anglais et en italien. C'est un livre qui parle de la fin de la science grecque à Alexandrie, qui s'arrête de façon très abrupte. On a perdu énormément de choses parce que les Romains ne se sont pas trop intéressés à la science. Ils ont tué Archimède et ils ont brûlé la plupart des livres. Et puis au début de la chrétienté, on a également décidé que la science était vouée aux gémonies, ce qui signifie qu'en quelques dizaines d'années, on a perdu l'héritage de progrès considérables. Par exemple, le mécanisme de l'Antiquité prouve que les Grecs avaient atteint un niveau de technologie extrêmement développé et un niveau de science qui a été perdu en 10 ans, en fin de compte. Aujourd'hui, le fait que de nombreuses personnes utilisent la beauté des applications technologiques, mais parfois identifient la science aux applications de façon excessive, en disant par exemple les OGM, l'énergie nucléaire,
l'atome, c'est mauvais, et donc la science aussi, c'est mauvais. Ne voir que l'aspect visuel, c'est une bonne chose, mais aider les gens à apprécier sur un plan plus conceptuel la science en tant que telle, c'est encore plus important. Andrea, est-ce que vous pensez que votre mission, si on peut l'appeler ainsi, nous aide à notre époque de fake news, de méfiance vis-à-vis de la science? Est-ce que vous pensez que cette mission contribue à montrer le rôle et la valeur de la science dans la société? Je suis sûr qu'il y a des gens qui remettent en doute le fait que nous ayons atterri sur la comète. Néanmoins, moi, je veux faire mon travail et je veux continuer à le faire. Évidemment, je suis convaincu que ça aide. Ce que cette mission a pu faire passer, c'est la passion des scientifiques, nous autres, des ingénieurs aussi, de tout le monde qui a contribué à cette mission. Nous sommes en quelque sorte comme un moteur. La passion, c'est le carburant de ce moteur. S'il n'y a plus cette passion, ce carburant, on ne peut plus aller nulle part. Voilà la leçon, en quelque sorte, que je retire de cette expérience. Et vous, vous connaissez cette méfiance vis-à-vis de la science? Un excellent aspect de Rosetta, c'est l'enthousiasme que l'on peut déclencher. C'est aussi le fait que ça ne va pas avoir d'incidence pour demain, mais que l'on peut apprécier la beauté et la compréhension, le fait que l'on accroît nos connaissances. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut conserver, pas parce qu'il va y avoir une application qui va en découler ou que l'on va s'en servir demain. C'est vrai, c'est parfois très abstrait en ce qui nous concerne notre travail. Si l'on s'occupe de trous noirs dans la galaxie, c'est un aspect scientifique un petit peu plus abstrait. Mais si vous associez des recherches à des concepts abstraits qu'il est difficile d'appréhender, il faut aussi communiquer davantage pour que les gens puissent le saisir. Il y a des ponts qui nous amènent, mais il faut peut-être encore faire plus dans cette direction. Monsieur Damo, vous voulez réagir? Non, pas pour l'instant. Dernière question. En 2014, vous avez été cité un des 10 meilleurs scientifiques par le célèbre magazine Nature. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais peut-être le fait même qu'il existe des stars, des vedettes dans la science comme dans la musique ou dans la littérature, c'est peut-être un peu important, non? Vous pensez que la science manque de grands noms? Oui, je crois que c'est vrai. Moi, je me suis senti tout à fait gratifié d'être nommé parmi les meilleurs scientifiques, mais un peu gêné à l'égard de tous mes autres collègues qui ont fait exactement le même travail que moi et qui n'ont pas été nommés dans cet article. Mais c'est vrai, la science a besoin de davantage de grands noms. Il faudrait beaucoup insister dans cette direction, communiquer correctement et faire en sorte que les scientifiques soient plus proches du public afin qu'ils puissent dialoguer davantage. C'est vraiment la clé pour l'avenir. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Une personne que nous avons perdue récemment, qui a joué un très grand rôle à cet égard, c'était Stephen Hawking. Parce que Stephen était à la fois un savant de très haut niveau qui a découvert des choses extrêmement importantes et que personne ne conteste, mais en même temps quelqu'un qui pendant des dizaines d'années a joué un rôle. Il a un petit peu joué aussi avec son état de santé, mais il a permis ainsi de communiquer au grand public la beauté de la physique. Alors, dialoguons, continuons à dialoguer. Il y a encore des questions dans la salle. Une ici, puis une question sur Twitter. D'abord ici, et après je vais chez toi. Yes. Thank you. I would like to ask... Je souhaiterais poser une question sur la comète. Il y a quand même un paradoxe par rapport à ce que vous avez dit. C'est une question fort simple. D'un côté, la comète a plusieurs milliards d'années, mais par ailleurs, elle est en train de perdre de l'eau, de la glace, de la masse.
Alors, comment est-ce que je comprends la chose? Est-ce qu'elle est en train d'accumuler de la masse d'autre part ou elle est plus petite? Non, elle devient de plus en plus petite. Plus elle se rapproche du Soleil, plus elle perd de la masse. Ça va prendre un certain temps avant d'être épuisée. La masse qui est éliminée par la comète, c'est ce que les scientifiques peuvent analyser, comme Catherine analyse ce qui est émis par la comète, les gaz, donc toute la matière qui est émise par cette comète. Et aussi ce qu'elle fait, elle est érodée. Bon, c'est pas vraiment de l'érosion, mais enfin, ça nous permet de voir quelle est la matière pure de la comète pour l'enveloppe extérieure. Cette comète qui est dans le système solaire, qui est traitée par le Soleil, il y a des processus qui subliment, qui resubliment, et ce sont de la matière de traitement. Mais avec ces grandes fissures, on arrive à voir quelle est la matière d'origine de la comète. Et nous avons fait atterrir Rosetta juste à côté d'une crevasse. Enfin, c'est pas vraiment une crevasse, mais c'est une partie effondrée de la comète qui intéressait les scientifiques parce qu'il y avait la matière pure à l'origine, au cœur de la comète. Un jour, évidemment, elle va tomber dans le Soleil. C'est vrai. Bon, des questions sur Twitter. Une remarque sur la discussion. On a une lueur d'espoir dans la mesure où les gens s'intéressent à la science abstraite, ne serait-ce que par le nombre d'intervenants et de participants hier, un sujet fort abstrait, et néanmoins les gens sont venus en masse. Donc il faut faire attention de ne pas essayer de trop vendre la science en leur présentant de belles images. Je pense que le public est plus averti que cela. Bien sûr, il faut travailler le sujet, mais je crois que l'intérêt est manifeste. Alors, l'enthousiasme doit être réduit par cette question posée sur Twitter. Le coût de tout cela, ça coûte combien tout cela? La mission est financée par l'Agence spatiale européenne, 1 milliard d'euros, grosso modo, sur 20 ans, on va le dire comme ça, 20 pays participants, plus 400 millions d'euros pour les systèmes qui sont également financés par les pays membres. J'adore le football, on paye 200 millions pour un joueur de foot et on va pas être prêt à payer 1 milliard pour Rosetta, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est intéressant ce chiffre d'1 milliard parce qu'en fait c'est du travail, vous payez le travail. Une année homme, ça coûte quoi? 100 000 à peu près? D'accord? Donc, ça signifie que pour réaliser une mission comme cela, on en a besoin de 10 000 hommes année. Donc, soit vous utilisez 5 personnes qui travaillent depuis l'avènement de Jésus-Christ, ou alors vous avez 10 000 personnes pendant 10 ans et on a appris à le faire. C'est quand même assez intéressant la façon dont la société se construit, se développe, toujours avec ce chiffre d'1 milliard, si on le prend comme cela, mais on peut le comparer également au café. Enfin bref, imaginez en termes d'organisation sociétale, je pense que c'est quand même très utile. Encore des questions dans la salle? Allez-y, monsieur rangé du milieu. Yeah, so my question. Quand on a atterri et on a obtenu des informations, vous voulez mieux comment comprendre comment fonctionne notre système solaire. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Alors, nous avons appris quelques petites choses. Et Catherine, en fait, m'a donné beaucoup d'informations parce que moi, je ne suis qu'ingénieure. Donc, on a découvert de l'oxygène moléculaire dans le noyau de la comète et on me dit que c'est extrêmement réactif
comme matière, comme substance. Donc, cette substance, si elle existait au moment de la création du système solaire, elle aurait réagi. C'est extrêmement réactif, donc ça se trouve au cœur de la comète avant l'avènement du système solaire. C'est pour la raison pour laquelle j'ai dit dans ma présentation qu'on pensait que les comètes étaient les restes du système solaire. Je peux vous dire que cette comète n'aurait pas surmonté la création du système solaire, donc elle devait exister avant. Donc, ils ont trouvé des acides aminés fondamentaux. Ce sont les éléments modulaires des protéines qui sont les modules de la vie. Donc, si elles se trouvent dans le noyau de la comète avec de l'oxygène et que ces deux composantes se retrouvent dans le noyau de la comète avant la formation du système solaire, cela veut dire que cela n'est pas le propre de notre système solaire. À ce moment, les éléments modulaires de la vie sont universels et nous apprenons quelque chose au sujet de notre univers, à savoir que la vie ou une étincelle de vie existait avant en raison de ces résultats. Catherine, tu me corrigeras si j'ai mal exprimé les choses. Catherine, est-ce que vous souhaitez intervenir? Vous pouvez peut-être résumer en 2 minutes ce que vous avez découvert tout au long de ces années. Eh bien, nous avons découvert autre chose. Alors, l'eau sur la Terre, d'où vient-elle? Parce que l'air était très chaud. À l'origine, il n'y avait pas d'eau. Donc, il y avait une théorie selon laquelle l'eau est arrivée grâce aux comètes. Et nous avons pu découvrir que ce n'était pas le cas. Donc, l'eau terrestre ne provient pas de comètes, mais nous savons également que vraisemblablement, partie de notre atmosphère, surtout les gaz, le xénon dans l'atmosphère de la Terre vient de la comète. C'est ce qu'on retrouve dans l'atmosphère de Chury. Et donc, on voit la quantité de la matière qui a été livrée par les comètes, 1% de l'eau à la surface de la Terre, mais il y a également beaucoup d'espèces de carbone. On a trouvé une masse de produits organiques, des acides aminés, des benzènes, des alcools. Et c'est peut-être cela qui est à l'origine de l'étincelle de la vie. Donc, si vous balancez une comète dans le lac Léman, elle va fondre, les molécules vont réagir avec l'eau présente dans le lac. Et c'est peut-être comme cela que la vie a commencé sur la Terre. Et comme cela a été dit, les comètes ne sont pas plus vieilles que le système solaire, mais les particules qui composent ces comètes sont plus anciennes que le système solaire parce qu'elles contiennent de l'oxygène, elles contiennent du S2 qui est extrêmement réactif et qui aurait disparu si en phase gazeuse au contact du Soleil. Donc, c'est une matière universelle. Et donc ça, c'est quand même une sacrée découverte et un grand bond quantique en avant. Alors, beaucoup de questions sur Twitter. Dernière question de la part de la salle. Enfin, une question de Twitter avec tout le respect par rapport à Catherine. C'est plus facile d'analyser la matière des comètes dans le laboratoire que sur place. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ramener de la matière pour pouvoir l'étudier en laboratoire? Ce n'est pas plus facile parce qu'il faut le ramener à 20 Kelvin de façon cryogénique et techniquement parlant, ce n'est pas possible parce qu'il faut traverser l'atmosphère terrestre. Et donc, cela va détruire la matière et puis après, il faut la récupérer à la surface de la Terre, dans un désert, et pour ne pas la maintenir à 20 Kelvin, et donc vous n'aurez pas la matière de la comète. Donc il faut aller sur place, sur la comète, et faire les tests, les analyses sur place. Dernière question dans la salle, sinon c'est moi qui vais poser la dernière question. Vous savez maintenant que j'aime bien clore ces sessions en vous proposant des citations. Ça aurait pu être la citation de Neil Armstrong, puis on a proche de 50e anniversaire de l'alunissage. Ça a été reformulé par votre supérieur à l'Agence spatiale européenne.
Il l'a dit il y a 2 ans, il a dit à l'époque, en paraphrasant, c'est un grand bond en avant pour la civilisation, cet atterrissage filé. Donc c'était votre supérieur, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, je pense ce qui me plaît le plus dans Rosetta, c'est que cette mission a été conçue au début des années 80 par des scientifiques qui savaient qu'ils ne seraient pas là pour voir les résultats de la réalisation de la mission Rosetta, mais ils se sont lancés dans une aventure dont ils ne connaîtraient pas forcément les résultats. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous. Il faut se projeter dans l'avenir, pas faire preuve d'égoïsme, et parce que avec les portables, tout devient obsolète en 2 secondes et ça ne nous intéresse pas. Et ce sont des sauts quantiques, des sauts de géants que nous pouvons franchir dans notre société. Et vous, quels sont les enseignements que vous retirez de tout cela? J'allais vous en dire davantage demain, ce que je pense. Parce que je peux vous dire ce qui va se passer, mais ça ne sera pas une fin heureuse. Et c'est important parce que c'est comme cela que ça se passe dans la science, dans la recherche, et c'est la vérité. Ça ne se termine pas toujours bien. Et ce serait très agréable de pouvoir présenter une très belle histoire couronnée par un prix Nobel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Quelquefois, on connaît beaucoup d'échecs, beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et c'est en les parcourant et en remettant constamment l'œuvre sur le métier qu'on arrive à réaliser quelque chose. Même échelle-temps, la même échelle-temps, Joe Weber pour l'espace-temps, l'idée en 1955, en faisant des études post-doctorat. Je l'avais rencontré, tout le monde l'attaquait parce qu'il avait conçu cette théorie des ondes gravitationnelles. Il a fait l'œuvre de pionnier et il faut que les choses soient lancées à un moment ou à un autre. Et ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps et la réussite au bout de l'aventure. Et entre-temps, beaucoup qui avaient lancé le processus n'étaient plus de ce monde lorsqu'on a fait enfin cette expérience sur les ondes gravitationnelles. Donc on a quand même la possibilité de se projeter dans l'avenir. Le temps, il n'y en a plus, donc on remercie les 3 orateurs de la soirée. Voilà, permettez-moi de conclure en français, simplement en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette soirée, tout le colloque, la Fondation Wright, l'Université de Genève, Thierry Courvoisier et ses équipes. Il me reste plusieurs choses à vous dire. D'abord, de venir, bien sûr, en vous invitant aux autres conférences de cette semaine, à commencer par celle de demain de Claudia Derham, demain soir, même heure, même endroit. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, d'aller au Parc des Bastions. Il y a un fantastique spectacle dont on devrait voir quelques images maintenant. Tous les soirs jusqu'au 21 novembre, 18h, 19h, 20h, ça dure 20 minutes. Le bâtiment principal du parc est habillé par un spectacle son et lumière. Allez le voir, il paraît que c'est fantastique. Merci à vous et à bientôt. Bonne soirée.